à Jenny. Merci. Alors, est-ce que tout le monde voit de... Oui, c'est bon. Je vais revenir sur les objectifs de cet atelier méthodologique qui a été présenté le premier jour. Alors, il y avait 3 points qui étaient derrière la création de cet atelier. Le premier, c'est que nous sommes tous, à la FAV, convaincus que les méthodes en général et l'analyse de la valeur en particulier sont absolument nécessaires pour les projets complexes, tous les projets complexes, et que les projets éco-responsables de transformation écologique sont particulièrement complexes. Donc, il y a besoin d'un soutien méthodologique. On a aussi un retour d'expérience sur les projets en général, mais aussi sur les projets d'éco-conception, que c'est la méthode et la dernière préoccupation des porteurs de projets. C'est très rarement quelque chose qu'ils mettent en avant, donc ça nous interpelle. Alors, notre souhait à l'issue de ces 5 demi-journées, c'était d'arriver à convaincre les participants, et au-delà des participants, tous ceux qui auront connaissance de ces communications, de l'apport méthodologique des outils de valeur et de faire toucher du doigt, à propos du déroulement même de ces 5 journées, certains trous dans la raquette qu'on a visiblement vus dans les projets. Alors pour ça, on s'était bâti une petite stratégie, donc on avait conçu une petite grille d'analyse, on s'était dit on va se mettre à une équipe, on va regarder tous les projets présentés au cours des 5 demi-journées, et puis on va repérer par rapport à une trame un peu théorique, voilà les étapes d'un déroulement de projet, voilà les points critiques. Est-ce que ce projet qu'on vient de voir, il a traité plus ou moins il a traité plus ou moins cette étape-là? Et puis éventuellement mettre des commentaires et faire un reporting. À la fin, c'était le but de ce reporting d'aujourd'hui. Mais on a été obligé de reconsidérer notre position, de faire évoluer cet atelier, parce que l'ensemble des présentations ne disait pas la totalité du comportement méthodologique de la chefferie de projet, et notamment parce qu'il y a une grande partie des présentations qui a été consacrée à présenter les problématiques, à présenter les enjeux, et c'est extrêmement important pour nous tous qui sommes là, souvent néophytes sur une partie de ces problématiques, découvrir quel est le cycle de l'eau, quels sont les vrais enjeux là-dessus, découvrir que la mobilité n'est pas si simple et que la voiture électrique n'est pas si prometteuse. Donc, la présentation des projets en termes de méthodologie était insuffisante pour ouvrir une démarche avec une grille de ce type-là. Donc, on a changé notre fusil d'épaule et j'ai demandé à Simon Guillaume, qui est à côté de moi et qui va prendre la suite, de faire un petit passage en hélicoptère sur les points clés. Alors, Simon Guillaume est un praticien de l'analyse de la valeur et c'est également quelqu'un qui est très engagé dans les projets d'éco-transformation, d'éco-conception, de transition climatique. Enfin, il y a toutes sortes de mots autour de ces projets-là. Donc, je vais lui passer la parole pour qu'il nous fasse petite vision qui est la sienne, mais que nous avons partagée évidemment, sur qu'est-ce que peuvent apporter les méthodes à ces projets. Merci, Jérémy. Alors, je vais être tout à fait modeste parce que je n'ai pas eu l'occasion d'interagir avec ni les intervenants, ni un certain nombre de participants et qui auraient sans doute des choses à rajouter. J'ai essayé de structurer cette restitution en deux aspects, assez classiquement simples. Donc, en quoi les fondamentaux des démarches de management par la valeur matchent avec les spécificités des projets d'éco-valeur, enfin, liés, il y a des enjeux d'éco-valeur en tout cas. Et puis, dans un deuxième temps, je vous présenterai ce que j'ai compris aussi comme étant des petites spécificités qu'il faudrait quand même prendre en compte et peut-être, je ne sais pas quoi faire là-dessus, mais en tout cas, il y a quand même des spécificités et tout ne matche pas parfaitement. Voilà, donc, pour être... rentrons dans le vif, là. Donc, ce qui matche bien sûr, c'est l'analyse des besoins juste nécessaires. Hein. Quand on dit projet d'éco-valeur, il y a toujours cette notion d'économie des ressources matérielles, d'économie tout court. Et donc, le besoin juste nécessaire, on se rend compte que la sobriété est quand même un élément d'équation de la plupart des projets de transformation. Donc, c'est vraiment dans l'ADN de la méthode et des praticiens de mettre ça sur la table et de se poser toujours la question, mais à quoi ça sert, et à quoi ça sert. Il y a aussi l'autre aspect qu'on met tous en œuvre, hein, qui est la religion des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a des opinions, bien sûr, mais enfin, il y a quand même beaucoup de chiffres qui
faut assimiler. Et quand il n'y en a pas, d'ailleurs, on en crée autour de la dotation d'utilité, du chiffrage de la valeur. Donc, c'est un aspect clé, notamment, pour maîtriser des transformations qui sont toutes très incertaines. On ne maîtrise pas tout quand on touche au cycle de l'eau, ou quand on touche même à l'estimation des empreintes carbone. Il y a des tas d'hypothèses qui sont pas au centième près, évidemment. L'autre aspect, c'est également l'évaluation, la créativité systématisée. Donc ça, c'était vraiment, depuis tout le temps la base de l'approche d'analyse de valeur, c'est de rechercher toujours à améliorer, à trouver des idées, des solutions le plus largement possible en impliquant des gens qui ne sont pas forcément complètement dans le projet, mais c'est ça qui fait un peu la co-construction. Et on voit bien que pour les projets de transition, c'est important aussi d'avoir cet aspect de co-construction. Bien sûr, une fois qu'on a beaucoup de solutions candidates, il faut les trier. Donc, la partie tri et évaluation à 360 degrés de la valeur des solutions candidates, ça fait partie des fondamentaux de la méthode et ça paraît assez bien adapté à la situation des projets de transition où on peut ou pas revoir le business model, on peut ou pas revoir complètement les matériaux parce qu'ils sont là. On peut revoir le placement industriel au niveau européen parce qu'en fait, les ressources énergétiques ou en eau locales sont parfaitement incompatibles avec les objectifs d'empreinte carbone, par exemple. Donc voilà, donc on est amené à avoir beaucoup de degrés de liberté qu'on n'avait pas avant parce que le problème est particulièrement compliqué à résoudre. Il y a de toujours les bases de l'analyse de la valeur, c'est l'écoute des parties prenantes et leur implication, la bonne écoute. Et ça, c'est aussi, on voit bien que dans ces projets-là, il y a énormément de parties prenantes. Parce qu'il y a tous les, bien sûr, si on fait l'analyse du cycle de vie, il y a tous les intervenants dans le cycle de vie, il y a aussi toutes les ressources qui sont mobilisées pour créer un produit ou un service. La bonne écoute et l'application des parties prenantes, donc ça, c'est vrai que c'est un aspect tout à fait clé de la méthode, et on voit bien que favoriser l'appropriation de solutions qui sont quand même souvent compliquées, qui ne vont pas dans le sens de la croissance, pas forcément en tout cas, qui sont vues souvent comme plutôt de la décroissance, hein, ou en tout cas du moindre confort, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des parties prenantes mobilisées. La responsabilisation du groupe de travail et la conduite agile de ces travaux. Donc, c'est vrai que c'est aussi dans les méthodes de management par la valeur, il y a toujours cette contextualisation. Le groupe de travail est vraiment sollicité pour produire le juste nécessaire aussi et dans des conditions bien souvent de charges qui sont difficiles à manager. C'est souvent des travaux en plus par rapport aux missions de chacun. Donc, on voit bien que là aussi, c'est particulièrement juste avec le contexte qu'on a rappelé tout de suite, d'ailleurs, qui est l'urgence massive de tous ces projets dans beaucoup d'entreprises. Et en plus, dans toute la chaîne de valeur en même temps, ce qui fait que c'est pas facile d'y voir clair. Et puis enfin, c'est pas des moindres. Alors, je ne dis pas qu'on est parfaitement montré là-dessus, parce que la systémique des transformations liées transitions sont particulièrement complexes. Hein. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un effort dans beaucoup de volets de la mise en œuvre des méthodes de management par la valeur, de justement mariage avec des approches d'ingénierie système ou de systémique dans simplement l'analyse des facteurs qui contribuent au coût ou à la satisfaction des parties prenantes. Et puis qui dit système complexe dit aussi beaucoup d'incertitudes, et c'est vrai que c'est pas si facile que ça d'optimiser ces contraintes d'incertitude majeures sur les calculs qu'on peut faire ou les optimisations qu'on peut faire. Donc voilà, tout ce qui, à mon sens, match plutôt bien, même si on n'est pas complètement prêt, mais on peut dire que l'analyse de valeur est particulièrement bien positionnée sur ces aspects-là. Alors, je ne sais pas si peut-être avez-vous envie de faire quelques compléments ou commentaires à ce stade avant que je passe à la seconde partie qui sera plutôt consacrée aux endroits où il y aurait peut-être je dis des add-ons, mais enfin des compléments à prévoir, mais qui ne paraissent pas rédhibitoires.
Et moi, j'avais un petit élément qui m'interpellait, qui était posé par pas mal d'intervenants, c'est ce qui concerne la hiérarchisation. Oui. Oui. L'intervention, c'est concernant la hiérarchisation de critères, d'indicateurs, et c'est une question qui est souvent soulevée. L'analyse de la valeur, l'analyse fonctionnelle pose plein de questions, on apporte plein de réponses, et après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On parle d'analyse systémique, donc on recomplexifie les choses. Comment hiérarchiser pour avoir une vision claire sur un projet par rapport à des clients, des partenaires? Je pense que c'est quelque chose. On apporte des réponses, mais il y a encore du travail. Alors, il y a quand même un élément de priorisation qui, à mon avis, est radical ici, c'est l'urgence. On l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quand même, si on prend le critère urgence, il y a beaucoup de choses qui sont possibles ou pas possibles. Donc, je ne dis pas que c'est très satisfaisant, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Je suis d'accord avec vous sur l'aspect améliorable. Et puis, il y avait une deuxième chose, c'était sur le groupe de travail. C'est le problème de la légitimité du groupe de travail. Est-ce que le groupe de travail est légitime par rapport aux enjeux, aux impacts? Alors, on va voir un peu, ça fait partie des choses qui sont améliorables. Okay. Il y a une responsabilisation, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même qu'il soit très reconnu et très informé sur beaucoup de sujets qui ne sont pas forcément la tasse de thé au quotidien, parce que beaucoup de choses sont nouvelles. D'autres commentaires? Alors, après, si on regarde, je ne sais pas si tout le monde va bien, les choses qui pourraient peut-être être améliorées pour mieux prendre en compte certaines spécificités des projets d'éco-valeur. Donc, il y a des métriques environnementales, on en a parlé tout à l'heure, du carbone, du cycle de l'eau, enfin, bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut mesurer en plus et sur lesquelles il va falloir créer des hiérarchisations, justement, et prendre des décisions. Donc, on voit bien que cet aspect de maîtrise de la métrique, des métriques environnementales, avec tous les calculs qui sont associés, ça mérite d'être, je ne sais pas, c'est pas quelque chose à inventer, mais il faut se les approprier et savoir les utiliser avec les bons ordres de grandeur sans faire d'erreurs fatales, je dirais. Il y a d'autres aspects qu'il faut quand même bien avoir en tête. Il y a pour tous ces aspects de durabilité, de lutte contre le dérèglement climatique, il y a quelques principes d'action qu'il faut quand même pas, enfin, ils sont connus, mais enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de traiter les deux souvent, s'adapter, atténuer les 5 R, donc renoncer, c'est une façon de traiter le problème, réduire, réemployer, recycler et puis régénérer à la fin. Donc, il y a à passer en vue tous ces aspects du cycle de vie, enfin, ou alors simplement une façon de traiter un besoin. Il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas imaginer être très efficace dans ces projets d'éco-valeur sans avoir une bonne base soi-même, en tant qu'animateur, en tant que méthodologue, sur le sujet et de faire en plus intervenir des gens qui savent plus précisément, secteur par secteur, projet par projet. Alors, faciliter l'accès à des sources d'infos fiables, alors il y a bien sûr sur ces aspects calculatoires, facteur d'émission, mais aussi sur les politiques publiques, sur ce qu'on vient de voir, ces CRD, etc., et les obligations et les risques associés d'ailleurs à des déclarations qui sont engageantes sur l'avenir. Donc, on voit bien qu'il y a aussi à maîtriser et à avoir accès à ces informations de manière simple, de façon à les convoquer, je dirais, au bon moment, dans une mission d'analyse de la valeur, par exemple. Il y a, alors, sur les spécificités des projets de transition qu'on n'a pas complètement traités, on a dit les fortes incertitudes. Je pense que rien que sur l'expression du besoin, il y a un sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur même des fonctions, j'imagine, qui peuvent très bien tomber si on change ou si simplement une réglementation intervient ou un marché se déplace complètement rapidement ensuite à des problèmes climatiques, par exemple. Complexité systémique, éco-anxiété. Alors, éco-anxiété, ça génère quand même pour tous les personnes impliquées dans un projet d'éco-valeur, mine de rien,
ça peut aller dans des sens très divers. Ça peut être soit on est très minimaliste, hein, il faut pas, hein, soit au contraire on refuse de voir des choses qui sont nécessaires de voir pour autant. Donc cet aspect de psychologique hein, dans l'animation d'un groupe me paraît pas sans, et aussi d'ailleurs dans les prises de décision, hein, pas uniquement au niveau du groupe lui-même, mais également au niveau des décideurs qui vont exploiter les résultats, ça peut être aussi un sujet. Alors les urgences aussi, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire rapidement, donc il faut que on a reproché à l'analyse des valeurs par un temps d'être un peu consommatrice de temps. Il y a sans doute des modalités à trouver pour en gagner. Ça peut être il peut y avoir beaucoup de choses dans ce domaine. Révision souvent nécessaire des business models, là aussi ça veut dire qu'un problème peut être posé et puis on se rend compte qu'on ne peut pas le résoudre si on met en cause les prémices du projet qui n'étaient pas forcément qu'on était autorisé à changer le business model. Donc là aussi c'est quelque chose qui va arriver très souvent, je pense, dans ces projets de transformation. Dans beaucoup de cas, on va devoir élargir les flexibilités et les hypothèses de cadre du projet. Alors, bien sûr, on parle des business models quand on est dans l'entreprise, mais quand on est dans des projets collectifs, hein, il y a un modèle social, les modes de vie, et tout ça bouge en même temps. Et donc, c'est vrai que imaginer tout ça et avoir des convictions, je dirais, sur les besoins juste nécessaires dans ce contexte-là, c'est quand même pas tout à fait évident. C'est un sujet. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on veut, parce que ce serait quand même l'objectif, si on préconise l'usage des méthodes d'analyse de valeur, en particulier sur ces projets de transition, il faudrait quand même qu'on repère les usages clés de cette analyse de la valeur, de l'éco-valeur, alors que ce soit à l'occasion, par exemple, de la mise en place de la CSRD, qui peut générer des tas de besoins pour les entreprises, par exemple aussi la mise en œuvre des CAET dans les territoires, on a parlé lundi, il y a peut-être aussi quelque chose à mettre en place, et puis bien sûr dans les procédures d'acquisition, puisque on voit bien que chaîne de valeur, le client, quand on est en B2B, demande quelque chose à son fournisseur, qui lui-même demande à son fournisseur, et on voit bien que c'est là que vont se décider des transformations qui vont avoir des répercussions en chaîne. Donc là, c'est aussi un élément sur lequel il faudrait sans doute un peu travailler pour justement cibler les usages qui auront le meilleur taux de succès de la mise en œuvre des méthodes d'analyse de valeur, et puis celles qui auront également le plus gros impact globalement pour la planète, si on veut avoir aussi cette vision. Enfin, ça a été dit à plusieurs moments dans certains projets, on voit bien qu'il y a, à la différence des projets classiques, comme tout se transforme, il y a une nécessité d'embarquer à la fois les parties prenantes, le groupe de travail, les décideurs, pour quelquefois mettre à niveau hein, la conscience et la compréhension des mécanismes systémiques qui sont à l'œuvre ou des objectifs qui dépassent l'entreprise, dans une entreprise, qui sont liés à des objectifs nationaux ou européens. Je pense que ce serait intéressant de réfléchir à des modalités efficaces pour mobiliser, mettre à niveau l'ensemble des parties prenantes d'une démarche. Et par exemple, des conventions, alors on en a parlé l'autre jour à propos de Savoie Habitat. En fait, on voit bien que c'est un moment nécessaire pour embarquer les gens et pour qu'au final, ils partagent déjà un socle commun de compréhension de leur environnement. Et c'est ça qui permet derrière d'aller un peu. Donc voilà pour la partie add-on, c'est-à-dire amélioration qu'on pourrait apporter à la méthode ou surtout à la mise en œuvre de la méthode, de façon à ce qu'on soit plus percutant et plus impactant pendant ces missions sur des projets de transformation d'éco-valeur. Mais il y a aussi, il y a sans doute des trous, donc à votre écoute pour d'autres suggestions. Merci.
Dernier point. Je vais conclure. Jamie, je te laisse conclure. Oui, la conclusion est la suivante, c'est que les projets éco-responsables ont besoin de soutien méthodologique, c'est un constat. Le management par la valeur, c'est une bonne base, mais comment trouver, nous, AFA, et praticiens de ces méthodes, les moyens de diffusion de ces outils auprès des porteurs de projets de transformation. Ça, c'est un challenge pour les années à venir pour notre association. Et autre challenge, mais là, c'est un appel que je lance, on a besoin de faire évoluer, Simon vient de le dire, de l'évoquer, de le démontrer sur un certain nombre d'items, on a besoin de faire évoluer nos méthodes, de les enrichir, de les déployer, de les développer. Et on a besoin pour cela de contact avec nos partenaires des autres approches méthodologiques, avec les praticiens de terrain qui rencontrent des difficultés pour intégrer tel et tel indicateur. Donc, venez avec nous, soit ouvrir des groupes de travail, soit échanger tout simplement, pour que nous puissions tous ensemble faire évoluer, améliorer encore la capacité du management par la valeur à faire réussir ces projets complexes. Très bien, merci. Des réactions. Alors, première réaction à distance, à part le souci de son, j'espère que vous avez quand même entendu ce qui s'est dit. Alors, c'est vrai que quand il y a des réactions, la qualité de la salle ne permet pas d'avoir des échanges. Donc, on essaye quand même de hausser la voix. Une question de Cédric, c'est toujours la même question. Comment faire connaître la newsletter depuis 20 ans? C'est un vrai sujet. Bon, je laisse la remarque d'Olivier, l'animateur, qui dit moi j'ai découvert, vous existez depuis 45 ans, je vous ai découvert depuis que j'ai pris contact avec Olivier. On va y revenir. D'autres réactions peut-être? J'aurais une réponse à la question de Cédric. C'est qu'on a eu une aide énorme à la diffusion de la méthode qui était la pression de la crise économique, des difficultés économiques rencontrées par les entreprises. Et ça date d'il y a un certain temps, mais ça nous a permis de développer parce que les entreprises ne s'emparent pas de méthodologie et de changements dans leur comportement de façon gratuite. C'est quand elles ont la baïonnette dans le dos qu'elles le font. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle baïonnette dans le dos qui s'appelle l'environnement climatique et la catastrophe qui nous arrive dessus. Donc, je pense qu'on a là le moyen, on a un levier pour faire connaître ces méthodes-là qui ont démontré leur efficacité sur le plan économique, puisqu'on sait garantir statistiquement 25 à 30% de gains sur le coût des produits en utilisant la méthode par rapport à un développement classique. Et je pense qu'on va pouvoir démontrer dans les années qui viennent 25% ou 30% d'efficacité en plus sur les projets de transformation. L'identification des bons objectifs, c'est tout ce qui a été dit cet après-midi, c'est pas la question subsidiaire. D'autres réactions? Je suis obligé de réagir parce que je parle un peu quand même. Alors, je ne sais pas à hausser Vous le voyez, qu'est-ce que je commence à voilà. Alors là aussi, comme on va rentrer dans le débat après, je vous propose d'avoir des réactions synthétiques. Ouais. Je ne souhaiterais pas qu'il y ait que le dérèglement climatique. Point. Ce développement durable et l'ascension. C'est qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte les trois piliers, environnement, social, et même si monsieur, je crois, les difficultés avec les aspects sociaux sont juste. Mais il ne faut pas qu'on se limite au dérèglement climatique. Sans ça, il y aurait. On n'entend rien, hein. Désolé, j'entends rien. Alors, ce qui vient d'être dit, c'est qu'il ne faudra pas se limiter au bouleversement climatique et à la catastrophe climatique qui nous arrive dessus. Il y a également le sociétal, il y a également... Je vous dis pourquoi je veux dire ça. C'est qu'avec mes petits camarades dans l'association... Non. J'ai besoin de me déplacer parce que il faut que ça marche. Ça dure. Attention, le mieux ennemi du bien, mais t'es pas trop près non plus. Non, mais comme ça, ouais. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je veux pas que vous tombiez dans le défaut que je ressens avec mes petits camarades de l'association INCOSI, qui est la société mère de la FIS dont je fais partie,
où ils pensent au rapport GIEC, pour faire simple, mais il y a quand même dans les 17 objectifs de l'ONU, il y en a bien d'autres. Il y a d'autres choses qu'il faut qu'on prenne en considération, et c'est ce qui rend d'ailleurs difficile les indicateurs dont je parlais avec monsieur, je crois, tout à l'heure. Il y a des indicateurs qui ne sont pas faciles à trouver. Il y en a qui sont faciles, l'égalité des salaires hommes-femmes, par exemple, mais ça c'est fastoche, il suffit de regarder. Mais il y en a qui sont difficiles. Enfin, pour moi, hein, personnellement, je ne crois pas que professionnellement, je fais l'analyse de la valeur. Avec toujours la même question, ces indicateurs, est-ce qu'ils certains sont génériques, mais est-ce que du coup, il faut qu'ils s'appliquent systématiquement partout, pour tout le monde? Et voilà, comme l'a dit Germain, il y a peut-être aussi chaque entreprise, chaque structure, chaque projet, comme l'a dit aussi Olivier, doit identifier ses propres indicateurs à co-construire avec des niveaux de performance et un dispositif de pilotage aussi qui soit capable de les piloter, parce qu'avoir 20, 30 indicateurs, on peut faire des tableaux dans tous les sens. Si on n'est pas capable de les mesurer, de les piloter, quelquefois il vaut mieux être humble et mettre quelque chose d'assez sobre. Et en raison, parce qu'ils sont indépendants. Eh bien oui, et bien identifier leur interaction, mais avec toujours cette approche systémique. Et aussi, voilà, se donner les moyens d'adapter des indicateurs qui soient, ou de trouver des indicateurs qui soient adaptés à la problématique. Est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il n'y a pas, quand même, de fond, un indicateur n'existe pas sans savoir à quoi il sert? Oui. Donc l'indicateur, pour moi, ce n'est pas le présupposé. Et le présupposé, c'est les fonctionnalités de l'entreprise, et on en déduit des indicateurs de fonctionnalité. Et on ne travaille pas avec des entreprises pour un indicateur. Donc, la réunification des indicateurs, c'est une solution de facilité. Et je pense que c'est notre pierre actuelle. Oui, c'est actuellement ce qui se fait, c'est qu'on dit quels indicateurs, comment on veut piloter le truc, et comment on fait des analyses de critères. Il faut trouver 5, 10 critères, on va essayer de les piocher. C'est revenir sur l'essentiel, le sens, quel est le sens de l'entreprise, quel est le sens du projet, pourquoi on veut y aller, qu'est-ce que ça apporte, pour qui, et bien évidemment, c'est à partir de là qu'on construit les indicateurs. Oui, moi je pense que derrière tout ça, une entreprise, une organisation, elle a un objectif. Si c'est une organisation, je prends un hôpital, parce que je fonctionne beaucoup avec les hôpitaux, il y a un objectif quand même, c'est prendre en charge des patients pour donner de la vie au jour ou des jours à la vie, comme on veut. Hein, et c'est un objectif. Si je fabrique des stylobies, on peut remettre en cause ces choses, mais c'est mon métier. Quoi. Après, on va mettre des indicateurs d'éco-conception ou autres, ou ainsi de suite. Ça viendra après, ce sera des plus. Mais il ne faut pas perdre la finalité initiale. Et en termes d'analyse de la valeur, je crois que le sens global, le grand pourquoi de l'art fonctionnel, on est là pour fabriquer des choses. Et je me souviens des électroménagers, on fabriquait des électroménagers, le grand pourquoi, c'était pour faire des cadeaux. En réalité, on ne fabriquait pas d'électroménagers, on fabriquait des cadeaux. Ce n'est pas pareil de faire des cadeaux et de faire des électroménagers. Donc maintenant, c'est fini. Hein. L'aspirateur, c'est un cadeau de fille des mères. Hein. Ça fait longtemps. Donc le grand pourquoi est perdu. Il faut faire autre chose. Très bien, merci. Quelques remarques, je laisse dire. Fanny suggère qu'il y ait des groupes de travail pour concevoir, produire des éléments de communication, des guides, des choses qui permettraient de faciliter la vie de tous les praticiens. Donc, les groupes de travail auraient une finalité de produire des aides